Bonjour à tous. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui sur le salon Energy Meeting pour vous présenter un projet de rénovation exemplaire. Un projet qui a été identifié, piloté, soutenu par la société Velux, et j'ai à côté de moi deux représentants de la société Velux que je laisse se présenter. Voilà, donc Sabine Poquet, moi je suis directrice des affaires publiques pour la société Velux. Aymeric Perononi-Sons, ingénieur énergie, environnement et confort des bâtiments, chez Velux aussi. Et Thierry, on va te donner l'occasion de te présenter Oui. également. Moi, je travaille à la Fédération française des tuiles et briques, mais également pour l'association Promotoit, association qui promeut, comme son nom l'indique, la toiture en pente. Alors, Sabine, donc, cette maison est située, la rénovation, le projet Living Attic concerne la rénovation exemplaire d'une maison qui est située à Morangis. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots d'introduction de ce projet Living Attic ? Voilà, donc pour gérer les attentes des personnes dans la salle, ce que nous allons vous présenter aujourd'hui, c'est un retour d'expérience sur un cas concret. Donc une rénovation globale d'une maison unifamiliale située dans l'Essonne, à Morangis. Le point de départ du projet, c'était de rénover, créer de l'espace en aménageant les combles, tout en garantissant le confort. Et vous le verrez, nous avons eu une attention particulière pour le confort d'été. Donc cette maison située à Morangis a une toiture en pente, vous le voyez sur l'écran. Toiture en pente, donc cette maison individuelle, donc on disposait, enfin, Velux est membre de l'association Promotoit, comme je le disais, et en fin de compte, les études de Promotoit ont montré qu'au-dessus de nos têtes, on avait un gisement, parfois méconnu, parfois inexploité. De quoi s'agit-il, Sabine ? Alors, à une époque où on parle beaucoup de zéro artificialisation, de massification des besoins criants en matière de logement notamment, on se rend compte que la France dispose d'un vaste parc immobilier de 12,8 millions de combles. Donc 64% des maisons individuelles ont des combles. Et si on divise donc ces 12 millions de combles, on va voir que 6,6 millions des combles sont déjà aménagés, mais souvent avec une performance énergétique qui laisse à désirer. Et 6,2 millions de combles sont toujours aménageables, ce qui veut dire qu'on a vraiment là un potentiel et un gisement à pouvoir utiliser. Donc on l'a vu, hein, la maison a une toiture. Un des postes prioritaires dans la rénovation d'une maison, c'est la toiture, et parce qu'elle représente plus de 30% de déperdition énergétique. Mais ce qu'il y a de remarquable dans ce projet-là, c'est que ce traitement de la toiture, il s'intègre dans un projet de rénovation globale. Alors, quels sont les facteurs clés de succès d'une rénovation globale ? Voilà, donc on a voulu s'aligner sur les ambitions qui existent en France en matière de rénovation du bâti. Donc le premier élément qui est important, c'est de s'éloigner d'une logique de travaux simples, mais d'avoir une rénovation globale en une seule fois et qui améliore de façon vraiment sensible l'efficacité énergétique. On a eu aussi une attention particulière pour la question du coût. Donc on veut vraiment trouver des solutions efficaces et abordables. Et dans ce projet, comme dans les politiques qui sont mises en place actuellement, on cherche un effet cumulatif des travaux. Donc on va à la fois travailler sur l'isolation, le chauffage, la ventilation, pour jumeler les économies d'énergie et le confort. Et voilà, si on reprend des chiffres ici qui datent de 2022, on sait qu'on a 17% des maisons individuelles qui étaient considérées comme des passoires énergétiques. Donc on se dit qu'on a là vraiment un enjeu très important à pouvoir résoudre. Alors quand on parle de rénovation thermique, donc d'isolation, on pense systématiquement au traitement du confort d'hiver et moins systématiquement au confort d'été. Pourtant, c'est un enjeu majeur. Qu'en est-il, Sabine ? Alors, ben voilà, on a résumé quelques chiffres ici qui sont quand même vraiment très interpellants. Selon la Fondation pour le logement des défavorisés, 55% des Français ont trop chaud en été. L'ADEME a publié en 2024 un rapport qui expliquait qu'entre 2014 et 2020, on a vu les ventes de climatisation doubler. Donc c'est vraiment une lame de fond. On sait toujours, via la Fondation pour les logements défavorisés, qu'un logement sur 3 est une bouilloire thermique. Et par ailleurs, le bureau d'études Pouget a fait une étude sur base de données du DPE qui ont montré que 9 logements sur 10 ne sont pas adaptés aux vagues de chaleur. Alors,
voilà, on ne va pas en remettre une couche sur le changement climatique. Je pense que tout le monde est très très bien informé de la réalité qui nous attend dans les prochaines années, mais donc on voit vraiment l'ampleur de l'enjeu. Alors quand on parle de confort d'été, Aymeric, quelles sont les solutions dont on dispose pour éviter la surchauffe des logements et comment elles ont été appliquées dans le projet Living Attic? Merci Thierry. En effet, il y a, on va dire, 3 principes simples à respecter pour essayer de limiter au maximum la surchauffe dans les logements. Le premier principe, ça va être de limiter la montée en température par l'isolation des parois opaques, toiture, murs de façade, et par les protections solaires, par l'utilisation de protections solaires extérieures sur les parois vitrées, fenêtres de toit, fenêtres de façade. Deuxième principe, ça va être d'essayer de retarder et de lisser la montée en température à l'intérieur du logement pour faire en sorte qu'elle arrive à un moment où potentiellement il fera plus frais dehors que dedans et on pourra évacuer cette chaleur. Donc pour ça, l'idée c'est d'ajouter de l'inertie. Alors comme on est en rénovation ici, ça va plutôt être d'ajouter des matériaux d'habillage intérieur qui sont denses, qui vont apporter donc de l'inertie pour pouvoir créer du déphasage. Et la troisième étape, le troisième principe, c'est de pouvoir évacuer cette chaleur en ouvrant fenêtres de toit et ou fenêtres de façade quand il fait plus frais dehors que dedans. Le mieux, si possible, c'est d'ouvrir des fenêtres en partie haute du logement et des fenêtres en partie basse. À défaut, ouvrir des fenêtres qui sont situées sur des façades opposées est aussi très efficace et permet d'utiliser l'effet traversant. Alors pourquoi on vous parle de ces principes-là? Ces principes, on les a mis en place sur un projet concret dont on vous a déjà un petit peu parlé, Living Attic, dont les objectifs étaient déjà d'évaluer les bénéfices d'une rénovation globale avec aménagement des combles sur la qualité de vie dans le logement et la performance globale du logement, et d'étudier l'efficacité des solutions passives pour prévenir la surchauffe dans des combles aménagés. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a identifié une famille qui habite dans l'Essonne, à Morangis, une famille de 4 qui avait un projet justement de rénovation globale de son logement, de sa maison, avec aménagement de ses combles. C'est une maison qui... alors, je peux revenir un petit peu. Merci, pas de problème. C'est une maison qui est très représentative du parc de maisons individuelles en France. C'est une maison qui a été construite en 1968, un pavillon typique de banlieue. Et on estime qu'il y a à peu près un tiers des maisons en France qui sont similaires en termes de matériaux, de structure, d'architecture à celle-ci. Donc c'est une maison vraiment standard, on va dire, typique. Et cette famille se sentait un petit peu à l'étroit dans leur maison avant la rénovation. Ils ont hésité à déménager, mais ils étaient attachés à leur maison, ils étaient attachés à leur quartier, leurs amis dans le quartier, l'école des enfants est proche, bref. Et donc ils ont préféré améliorer la maison qu'ils avaient déjà en la rénovant dans son intégralité et en aménageant les combles pour gagner des mètres carrés en créant un espace dédié principalement au télétravail. Et donc nous avons accompagné alors nous, quand je dis nous, c'est Velux avec le bureau d'études Artelia et la maison des travaux. Nous avons accompagné cette famille dans la conception de ces travaux de rénovation et nous avons aussi instrumenté la maison l'été dernier et en ce moment pour mesurer divers indicateurs dont la température. De cette collaboration, voici les solutions que l'on a choisies et qu'on a mis en œuvre dans la maison. Alors déjà, là, je vais plutôt me concentrer sur les combles et sur ce qui permet de limiter la surchauffe. Donc dans les combles, on a isolé, donc pour limiter la température, si je rappelle la slide que j'ai présentée en premier, pour limiter la montée en température, on a d'abord isolé la toiture par l'extérieur et on a fait installer des protections solaires automatisées sur les fenêtres de toit Velux. Ensuite, pour apporter de l'inertie, on a ajouté un matériau très dense sous les rampants. Et enfin, pour évacuer la chaleur, on a automatisé les fenêtres de toit Velux et une fenêtre du rez-de-chaussée pour qu'elle s'ouvre quand il fait plus frais dehors que dedans. Donc en général, ça va être la nuit ou le matin. Alors pourquoi est-ce qu'on a aussi voulu automatiser une fenêtre du rez-de-chaussée? Justement, c'est pour pouvoir exploiter le phénomène du tirage thermique, donc avoir l'ouverture simultanée de fenêtres en partie haute et en partie basse du logement pour utiliser le phénomène physique
qui fait que l'air chaud monte, et donc pour créer un courant d'air et évacuer plus efficacement la chaleur du logement. Et sur le reste de la maison, nous avons isolé la toiture par l'extérieur, nous avons remplacé les fenêtres en double vitrage ancien par du double vitrage récent, nous avons conservé les protections solaires existantes, nous avons, pour ce qui est de la ventilation, on a fait installer une ventilation mécanique, et pour ce qui est du chauffage, il y avait une chaudière gaz et un chauffe-eau gaz qu'on a remplacé par une pompe à chaleur RO et un chauffe-eau thermodynamique. En somme, toutes les solutions qui ont été utilisées sur ce projet sont des solutions qui sont déjà très bien connues des artisans, qui sont simples et qui sont faciles qui sont facilement trouvables, facilement disponibles sur le marché. Alors, comme on se concentre beaucoup sur le confort estival avec ce projet, je voulais, en guise d'exemple de l'efficacité des solutions que j'ai citées, donner je voulais vous montrer concrètement des courbes qui sont issues du monitoring que l'on a fait l'été dernier. Alors, c'était pendant une période, c'était vers la mi-août, c'était un épisode qui a été qualifié de vague de chaleur à l'échelle nationale par Météo France. Donc à Morangis, là où se situe la maison, il y a eu des pics de chaleur jusqu'à 35 degrés plusieurs jours d'affilée. Là, ce qu'on voit sur les courbes, en rouge, c'est la température dans les combles. En noir, c'est la température à l'extérieur. Sur le graphique de gauche, on voit que, alors ce qui est mis en avant, c'est qu'au moment où il fait le plus chaud à l'extérieur, donc au moment du pic de chaleur extérieur, en moyenne à l'intérieur dans le comble, il fait 8 degrés de moins qu'à l'extérieur. Ça, c'est en moyenne sur ces plusieurs jours consécutifs. Et à droite, ce qu'on voit, c'est qu'on a observé une diminution moyenne de 3,5 degrés dans les combles du début de soirée jusqu'au matin, en grande partie grâce à l'ouverture automatisée des fenêtres la nuit. Donc ces courbes semblent donner une bonne illustration de l'efficacité de ces solutions passives pour garantir des conditions d'habitabilité satisfaisantes dans les combles, même en période de très forte chaleur. Pour ce qui est de la consommation d'énergie et de la surface, alors on était en classe F du DPE avant rénovation, on est passé en classe A après. On a gagné, d'après les calculs du bureau d'études Artelia, on a amélioré la performance énergétique du logement de 66%. Et on a gagné donc, dans les combles 35 mètres carrés en tout, 35 mètres carrés utilisables. Et parmi ces 35 mètres carrés utilisables, il y en a 10 mètres carrés qui sont considérés habitables au sens de la réglementation. Parce que la réglementation, la surface habitable exclut les endroits où la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m. Mais c'est des endroits qu'on peut quand même tout à fait utiliser. On peut être assis, on peut ranger des objets. Donc on considère qu'il y a quand même vraiment 35 mètres carrés qui sont pleinement utilisables dans les combles. Alors, Aymeric, merci pour toutes ces explications détaillées du projet. Hier, il y avait la visite à Morangis de ce pavillon, donc une journée porte ouverte avec beaucoup de monde et en présence de ses occupants. Et justement, alors quel est le retour de ces occupants? Comment ont-ils perçu ces travaux? Je crois que les travaux se sont déroulés pendant 4 mois, c'est ça? À peu près, oui. Est-ce qu'ils ont ressenti un bénéfice après ces travaux? J'ai l'impression que oui. Déjà, alors sur l'aspect confort thermique, leur ressenti semble corroborer ce qu'on a mesuré. Ils n'ont jamais eu trop chaud dans les combles. Après, sur le reste de ce qu'a pu apporter le comble, ils ont vraiment beaucoup apprécié la lumière naturelle, l'apport supplémentaire de lumière naturelle permis par la surface vitrée très généreuse qu'on a installée dans les combles, et qui d'ailleurs bénéficie aux combles mais aussi au reste de la maison, notamment les étages en dessous. Et ils ont complètement changé la façon d'habiter leur maison. Par maintenant, le comble, c'est un espace qui est principalement dédié au télétravail, mais le week-end, les enfants y vont pour jouer. Toute la famille s'y retrouve et c'est un espace plus partagé. Ils passent plus de temps ensemble qu'avant, où ils étaient un petit peu chacun dans leur chambre à vaquer à leurs occupations. Non, mais globalement, je pense qu'ils ont bien aimé Thierry. Je pense que ça leur a plu. Hier, il parlait de l'effet waouh de leur comble, donc c'était très positif pour nous.
Alors, ce qui est remarquable dans ce projet Living Attic, c'est, on l'a dit, son approche globale, holistique. Au-delà du confort thermique qu'ils ont ressenti, quels sont les autres bénéfices qu'on a pu mesurer? Euh, voilà. Merci. Alors, en effet, là, on a beaucoup parlé de consommation d'énergie et de surchauffe, enfin de confort d'été. Mais il faut garder en tête que ce projet, pour faire ce projet, on a suivi une méthodologie d'évaluation de la qualité du logement selon plusieurs indicateurs de qualité des environnements intérieurs et d'impact environnemental sur le bâtiment, enfin d'impact environnemental de la maison. Et donc ce qu'on voit là sur le slide, c'est un radar, le People and Planet radar, qui permet de matérialiser donc la qualité en fait, du logement, enfin de la maison avant rénovation. C'est la forme que vous voyez plutôt au milieu, qui est assez petite, et par rapport à l'après-rénovation, qui est la forme que vous voyez. Donc ce qu'on peut constater, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tous les indicateurs, mais ce qu'on peut constater, c'est qu'on a veillé à ce que sur chacun des indicateurs qui représentent des indicateurs assez holistiques de ce qu'une rénovation peut apporter, on a veillé à ce que on améliore on ait une amélioration par rapport à l'état existant. Voilà. N'hésitez pas à venir à poser des questions après ou à venir nous voir sur le stand Velux si vous avez plus de questions sur cet outil. Alors, Sabine Emmerich l'a dit, le projet a concerné une maison construite en 1968, très représentative des pavillons qu'on construisait à cette époque-là. En quoi ce projet est-il diffusable, transposable à d'autres typologies de maisons individuelles? Alors, il faut peut-être commencer par dire que c'était un de nos objectifs principaux du projet. Donc, on ne cherchait pas à faire un projet de niche qui ne puisse pas être reproduit ou avec des technologies qui soient difficilement accessibles ou trop chères. Donc avant de choisir ce pavillon, nous avons demandé à notre partenaire Artelia d'effectuer une analyse du bâti existant. Et il en est ressorti que cette maison, donc, qui a été rénovée ici, correspond à peu près à 5,7 millions de maisons en France. Voilà, je vous rappelle quelques chiffres ici, mais que vous connaissez peut-être déjà. Donc un tiers des maisons individuelles qui ont été construites entre 1946 et 1989. Si on regarde les maisons individuelles et ou mitoyennes en périphérie, donc maisons individuelles en périphérie, on a presque 2 millions de maisons qui ont été construites entre 82 et 89. Donc on voit qu'il y a eu des périodes effectivement où on ne peut pas parler d'emballement de logement, mais on a construit beaucoup très vite. Et ça crée bien entendu actuellement des besoins de rénovation qui sont tout à fait similaires à ces périodes-là. Maisons individuelles en périphérie construites entre 75 et 81, 1,5 million. Et alors encore plus de maisons, les maisons individuelles ou mitoyennes qui ont été construites entre 46 et 68. Donc on voit qu'on a forcément du travail de rénovation qui va arriver, qui doit être mis en œuvre. Merci Sabine. Alors pour conclure, on l'a vu, le traitement de la toiture, l'isolation de la toiture, c'est un geste prioritaire dans un projet de rénovation globale. À l'échelle du particulier ou du territoire, quand ce geste est massifié, quels bénéfices apporte-t-il? Alors les bénéfices sont effectivement nombreux et à plusieurs niveaux. Donc au niveau du potentiel d'aménagement des combles, Promotois a fait une étude qui a démontré que 2,4 millions de maisons à combles aménagés les plus énergivores représentent en fait un gisement d'économie d'énergie équivalent à 4 réacteurs nucléaires. Donc ça, c'est quand même assez interpellant. Spécifiquement pour ce projet-ci, on a demandé à un expert immobilier de faire une évaluation avant-après travaux. Et donc, il donnait une fourchette de plus-value pour la maison qui s'étendait de 40 à 80 000 euros, donc non négligeable. Alors, on sait aussi, via une étude qui avait été réalisée par le bureau TBC Innovation pour Promotois, que l'aménagement des combles représente un potentiel de création de surface habitable de plus de 85 millions de mètres carrés en zone tendue. Donc effectivement, une fois de plus, dans notre discussion et nos débats actuels sur l'artificialisation ou la densification, on voit que l'aménagement des combles propose une solution de densification douce.
Et par ailleurs, comme l'a montré aussi Promotois, on a 31% des maisons qui ont des combles aménageables. Donc finalement, la solution est disponible pour un coût abordable et on sait qu'on n'a pas besoin de techniques, d'attendre des technologies qui doivent encore être développées pour arriver à un bon résultat. Donc un véritable gisement, pas assez exploité, qui apporte un vrai confort pour les occupants et un réel bénéfice au niveau environnemental et énergétique. Tout à fait, merci. Voilà. Donc nous sommes au stand numéro BAT 04 et si vous avez des questions, on va mettre nos casques pour pouvoir les entendre. Oui, madame a une question? Attendez, le micro va arriver, je pense. Voilà. Vous pouvez peut-être lever la main pour qu'on vous voit? Voilà. Merci. Bonjour, Myriam de la société Merenov. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience. J'avais une question. Vous avez parlé de matériaux à forte inertie sous les rampants, notamment pour l'habillage. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples concrètement quel type de matériaux on peut mettre en place? Merci. Alors là, sur le projet, on a mis du Fermacell. Je ne sais plus exactement combien, mais on a mis du Fermacell. Après, je sais que je crois Placoplâtre, ils ont des solutions similaires, mais là, c'était du Fermacell. Merci. Oui, monsieur, une question? Madame, voilà. Oui, merci pour la présentation. Pour une raison de sécurité, l'ouverture automatique des Velux, comment ça se passe? Comment ça se sécurise? L'ouverture des Velux automatisés, l'ouverture motorisée de la fenêtre, elle est assez. C'est pas une ouverture très grande. Justement, c'est fait exprès pour pouvoir, pour éviter qu'il y ait des intrusions. Et après, j'ai envie de vous dire, étant donné que la fenêtre est sur le toit, ça limite en partie les risques aussi que quelqu'un monte sur le toit et s'introduise dans le logement par ce biais. Ouais. Après, le risque zéro n'existe pas. Ça, Et puis par ailleurs, c'est effectivement des solutions qui sont pilotées par les occupants. Donc effectivement, ils règlent même l'ouverture et la fermeture des fenêtres. Ils peuvent régler ça soit sur leur téléphone portable, ils peuvent faire de la programmation. On a aussi des solutions assez simples avec des capteurs, donc pour le CO2, l'humidité, qui alors à ce moment-là vont ouvrir automatiquement les fenêtres, mais il y a toujours une fonction je quitte le logement. Donc en fait, on n'a pas de situation où des fenêtres s'ouvriraient sans que ce soit voulu par les occupants et qu'ils soient absents. Par ailleurs, ce qui est assez intéressant de dire, et c'est en tout cas un retour qu'on a beaucoup de bailleurs sociaux, c'est que quand on installe des fenêtres motorisées Velux, peu importe le modèle de fenêtre motorisée, la fenêtre va toujours se fermer s'il pleut. Et donc ça permet d'éviter de la pluie à l'intérieur et d'éventuels dommages. Donc ça c'est une petite particularité qui est assez utile. mais dans tous les cas, on peut, comme disait Sabine, très facilement fermer toutes les fenêtres avant de partir et éviter qu'elles s'ouvrent quand on n'est pas chez soi. Ça, c'est très simple. Merci. Bonjour, Antoine Janet, Isover et Placo. J'aimerais savoir comment vous avez traité le sujet des occultations. Alors sur les fenêtres de toit, c'est une bonne question parce qu'on n'en a pas parlé. Enfin, on en a parlé vite fait, mais pas dans les détails. On a dans les combles un mélange entre du côté le plus exposé, on a des protections solaires complètement occultantes, des volets roulants motorisés, automatisés, qui sont très occultants. Et de l'autre côté, qui est un petit peu moins exposé, on a des stores par soleil tamisants. Et ça permet d'avoir, en plein été, quand toutes les protections solaires sont fermées, ça permet aux occupants d'avoir quand même un accès à la lumière naturelle et de ne pas être dans le noir au milieu de la journée, ce qui est assez désagréable. Et après, sur le reste de la maison, il y avait déjà des volets roulants sur les fenêtres, et donc on les a conservés. Voilà. Très, très classique. Ouais. Et pour la question de l'occultation, si vraiment on veut avoir un noir complet pour dormir, c'est vrai qu'alors ce qu'on place, ce sont des stores intérieurs.
pour que ce soit effectivement, qui n'ont pas eux de fonction de prévention de la chaleur, puisqu'il faut que ce soit du côté extérieur du vitrage. Mais donc ça fonctionne très facilement aussi. Tout est très facilement combinable sur les produits Velux. Alors, il nous reste 5 minutes pour des questions. N'hésitez pas. Oui, monsieur. Merci pour la présentation. C'était pour la couverture, vous l'avez remplacée intégralement ou Ouais. vous avez repris non. On a tout a été remplacé. Avec une isolation par l'extérieur. Isolation par extérieur. Y a-t-il d'autres questions? Non, bah alors peut-être qu'on a été extrêmement clair, c'est bien. En tout cas, voilà, on est sur le salon aujourd'hui, donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions, ou simplement nous dire bonjour sur notre stand. Merci.